J'étais inquiète tout à l'heure, les enfants réagissant au film qu'on a vu. Il y a une petite fille qui m'a dit mais alors, est-ce qu'il va y avoir encore des arbres dans les villes? Donc je me disais que leur annoncer que finalement, si on se débrouillait, on pouvait faire un jardin planétaire, ça va, ça rassure un petit peu. Mais alors, quand même, vu la construction que vous nous proposez, on en a encore pour 10 ans, là, pour se désespérer avec la fin de la société du spectacle, ou en tout cas ce qu'on en imaginait. Puis quand même, on passe à de l'expérimentation. Dans 10 ans, voilà, pour les prochaines 40 ans, comment on va voir ce basculement? Et c'est pas qu'une plaisanterie quand même de faire ces 3 paliers. Oui, mais il y a des signes, c'est-à-dire que ça commence toujours par des initiatives minoritaires. Tu as vu certaines villes qui se mettent... Les villes comme Betzed sont en train de se mettre en réseau, d'échanger leurs expériences. Betzed qui est au sud de Londres, hein, c'est bien oui, ça? Oui, c'est le quartier sud de Londres. C'est ça. Qui a été complètement réaménagé de manière écologique, à énergie zéro, etc. Donc ce sont des choses techniquement faisables. Évidemment, ce n'est pas tout à fait immédiat et instantané que de transformer des immeubles anciens en des immeubles à énergie zéro, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça demande pas mal de travail. Quand on part de rien, avec un terrain nu, on sait construire des immeubles qu'on appelle à l'énergie positive, c'est-à-dire qui captent de l'énergie au lieu d'en consommer. Il faut voir quand même que les immeubles, c'est le tiers de la consommation énergétique. La consommation énergétique, en gros, c'est 3 tiers. Un tiers transport, un tiers immeuble, que ce soit professionnel ou personnel, et un tiers activité de production, industrie et agriculture comprises. Alors, en gros, c'est ça. Donc là, vous avez déjà, dans le cas de la France, d'ailleurs, c'est un de nos problèmes, c'est l'importance de la consommation des immeubles. Donc, quand on commence à réparer de ce côté-là, bon, finalement, on peut commencer à donner un autre équilibre au système. Je ne vais pas manquer de vous passer la parole, mais je me donne encore le privilège de poser une question. Il était dit qu'avec l'utilisation actuelle d'Internet, et qui va ne faire que croître et embellir, puisque je ne sais plus à quelle date, plus de 75% de la population mondiale devrait être connectée, finalement, cette grande progression qu'on a connue à la fin du XXe siècle des villes pourrait être contrecarrée, ou en tout cas s'amortir. Et vous avez montré par ailleurs des villes qui se détruisent. Donc, je crois que cette vision, alors qu'on a annoncé justement en 2010 cette urbanisation très forte qui fait que plus de la moitié de la population mondiale maintenant vit dans les villes, il est possible que là aussi on ait atteint peut-être, on est presque proche d'un maximum. Et ça, c'est une vision qu'on n'a pas encore dans la tête. Oui, mais dans nos pays européens, les très grandes villes plafonnent, les villes moyennes augmente, et il y a un timide retour vers le rural, hein, avec des gens qui sont pour l'instant un petit peu exceptionnels, c'est-à-dire qui arrivent à travailler à distance. Moi, je connais dans des villages du Tarn des gens qui gèrent une galerie de peinture à Londres, je veux dire, c'est... et ils vivent aussi souvent qu'ils le peuvent, effectivement, dans le village, en général, d'ailleurs, ils commutent, et ils ont plusieurs résidences. Donc ce n'est pas quelque chose qui est totalement décalé et invraisemblable. Ça existe. Et puis par ailleurs, les villes elles-mêmes sont en train de changer leur mode de consommation. Ce qui était... je regarde Georges... ce qui était impressionnant... Georges Amar, il va parler demain. Georges Amar qui parlera en premier demain matin ou demain après-midi. Ce qui était impressionnant dans le film, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de transport en commun. Où est le transport en commun? Alors, moi, je vis une partie de ma vie dans le centre de Paris, dans le quartier latin, une partie à Bruxelles. Alors, quand je veux me déplacer, je prends le métro.
J'ai plus de voiture. Et en plus, je suis sur une métro qui va à la gare et de l'autre côté aussi. Donc, j'ai des implantations qui font que tout le monde n'est pas dans ce cas. Hein, je m'en excuse pour ceux qui souffrent encore de ce problème. Mais enfin, les transports en commun, ils se sont développés. Et puis, il y a de nouvelles formes. Hein, Georges vous expliquera ça. Je veux dire, le Vélib et toutes les nouvelles formes de transport qui sont telles que le transport individuel tel qu'on l'a vu dans le film. Je veux dire, là, il y a une erreur de positionnement. C'est ça qui est intéressant. Vous pouvez faire la prévision technologique du genre on peut faire ceci, on peut faire cela, on peut faire toutes choses encore, mais ce n'est pas forcément ça qui va être demandé par le contexte sociétal. Et pour rejoindre ce que je disais en vous présentant, ce film, par exemple, fait diablement penser à une prospective américano-japonaise. Mais maintenant, il faut passer la parole à la salle. Alors, levez bien le bras pour que je sache où vous êtes et où il y a une question. Nous sommes deux personnes avec des micros. Deux personnes avec des micros. Voilà, quelqu'un en milieu. Voilà. Ce que vous avez montré, il y a quelque chose qui est très, à mon avis, très important pour le futur, c'est ces expériences de nouvelles monnaies qui sont dans des groupes, etc. Et ceci me conduit à la question importante suivante, à mes yeux. Vous n'avez pas parlé des communautés. Aujourd'hui, en France, disons, l'idée commune est de refuser ce qu'on appelle un peu trop facilement le communautarisme. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au contraire, ce sont ces communautés qui vont se développer dans le futur et l'interaction de ces communautés va faire progresser la culture commune, etc. Quel est votre avis sur ce sujet? Alors, sur le communautarisme, c'est ça votre question, ou c'est la question monnaie? Parce que non, c'est un petit peu... La monnaie me semble une indication. Une indication. La monnaie semble une indication. Oui, mais ce qui est en train de se passer hein, dans cet aspect de la gestion des monnaies, si vous voulez, d'abord c'est une multiplication de petites monnaies. Si vous regardez les systèmes d'échange locaux, hein, le CEL de la Croix-Rousse qui a fait l'objet d'une étude universitaire, ou le CEL Paris, ce sont des gens qui se réunissent, mais c'est beaucoup plus le modèle associatif que nous connaissons que le modèle communautariste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas derrière une unité clanique, religieuse ou autre. Hein. Ce qui se passe aussi, et que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que les compagnies de télécom sont en train de se mêler de l'affaire. Orange, France Télécom, a créé une filiale dans le but d'aller en Afrique, ils ont commencé par le Mali, pour faire du transfert de fonds par téléphone. Alors évidemment, ça intéresse particulièrement les Africains. D'abord parce qu'ils ne sont pas tous bancarisés. Et ensuite parce qu'ils sont beaucoup en liaison avec justement leur communauté d'immigrés qui renvoient de l'argent en Afrique. Et quelquefois d'ailleurs ça va aussi dans l'autre sens. Et donc au Kenya, Vodafone a fait une expérience que tout le monde considère comme réussie. Et là, les compagnies de télécom vont se mettre à concurrencer le système bancaire. Mais ça sera avec la même monnaie que la nôtre, ou alors j'ai rien compris. Ça sera avec la monnaie habituelle. Pour l'instant, c'est avec des monnaies habituelles. Hein. Facebook a commencé à regarder la possibilité de faire une monnaie à lui. Et le jour où Google dira « je fais ma monnaie », le Crédit Agricole aura l'air fin. Je ne parle pas des banques centrales. Mais c'est pas interdit par la loi, justement. C'est des pouvoirs, c'est des grands pouvoirs régaliens, ça, que de frapper monnaie. Si on appelle ça monnaie, bien sûr. Si on appelle ça des jetons, non. D'accord. Ça devient une forme sophistiquée de troc. Et alors, il y a encore Thierry, il y a un petit point supplémentaire d'information, oui. C'est qu'il commence à y avoir, il y a deux pays en Amérique du Sud, l'Uruguay et un autre d'Amérique centrale, je ne sais plus si... Costa Rica ? Costa Rica, oui, je crois, qui ont commencé à accepter les monnaies complémentaires en paiement de l'impôt. Ah, c'est le point clé.
C'est le point clé. C'est-à-dire dans la mesure où vous avez des services publics qui commencent à se financer par ce moyen, ça devient en effet une autre façon de concevoir les... Alors, comme avec le système monétaire que nous connaissons, vous avez des gens, plusieurs millions de personnes qui se retrouvent à la rue en Amérique du Nord, vous commencez à avoir une floraison d'initiatives qui recréent des systèmes autonomes, locaux, de telle sorte que, bon, on produit ce qu'on a besoin dans l'environnement. Alors évidemment, on se passe de tout un tas de gadgets, mais est-ce qu'on ne pouvait pas s'en passer avant? Le problème majeur étant celui de la survie. Dans ces cas-là. C'est pour ça qu'en Argentine, lors de la grande crise financière de la fin des années 90, on a vu se multiplier les pratiques de troc et un certain nombre de monnaies complémentaires. Et quand le peso est revenu une monnaie correcte, eh bien, à ce moment-là, on a repris le train-train ancien, quoi. Donc, vous voyez, c'est une question très fluctuante, très compliquée. Pour l'instant, je n'ai pas vu vraiment de lien avec le communautarisme. Donc, je comprends votre inquiétude, mais je n'ai pas d'informations plus précises sur le sujet. Merci Thierry. On va passer peut-être à une autre question. Levez bien les mains parce que je ne suis pas sûre de bien vous voir. Monsieur... Quelle est l'articulation qu'on peut imaginer avec le PNB et la recherche du bonheur qui est propre à l'homme? Si vous voulez, qu'est-ce que mesure le PNB? Il mesure ce qu'on appelle l'accumulation des valeurs ajoutées. C'est-à-dire que vous avez en bas du restaurant une petite boutique qui vous vend pour, disons, 10 euros un produit, puis vous montez au restaurant, le même produit vous est facturé 50 euros. Donc il y a de la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, au passage, dans le cas des subprimes américains, vous avez eu des vendeurs qui sont venus proposer des crédits aux gens, et qui sont repartis avec un contrat signé, et qui ont dit à leur banque, voilà, on a placé un contrat, et donc ça rentre dans les actifs de la banque, et par conséquent, en contrepartie de ces actifs, vous pouvez émettre encore de la monnaie et aller spéculer sur le marché financier international avec ça. Le problème, c'est que l'actif en question ne valait pas grand-chose. Et qu'on a fait comme s'il valait quelque chose, alors qu'en fait, il valait rien. Donc on a fait un système de création ex nihilo, et on a appelé ça effectivement de la valeur ajoutée. Et ce genre de pratique s'est accumulé dans différents coins de la société, dès l'instant que pour survivre, il faut avoir de la monnaie. Donc les gens ont effectivement une âpreté considérable, puisqu'ils ne peuvent pas survivre sans, pour avoir des ressources monétaires. Mais néanmoins, globalement, quand vous agrégez tout ça, ça ne vous donne pas un indicateur significatif. Alors les Nations Unies ont essayé de calculer autrement, en regardant le nombre de médecins par habitant, en regardant la scolarisation, en regardant les grands services publics, les obligations des gens. Et puis, vous avez des initiatives plus originales, comme celle du Royaume du Bhoutan, qui a défini un bonheur national brut avec un certain nombre d'indicateurs. Donc, calculer en fonction du PNB est maintenant quelque chose de très critiqué, y compris au niveau des chefs d'État. C'est pas pour rien que l'année dernière, Sarkozy, qui est plutôt conformiste dans sa façon de gérer les affaires, a demandé qu'on lui propose des batteries d'indicateurs différentes du PNB, parce qu'il sent bien qu'il y a une demande sociale pour ça. Ceci dit, au niveau individuel, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je dis souvent, quand quelqu'un est vivant, on l'admire pour ce qu'il a pris et ce qu'il a accumulé. Quand il est mort, on l'admire pour ce qu'il a donné. Donc, où est la réalisation? Monsieur, ici. Et
On parle, oui, comme vous dites, de produit national brut, et en fait, on s'aperçoit que ça ne donne pas tellement d'indications, que c'est très grossier. Est-ce que vous seriez capable, dans vos bureaux d'études, à l'échelle européenne, de créer ce qu'on appellerait le produit multinational brut? C'est-à-dire de savoir comment marchent ces énormes conglomérats qui, en fait, dirigent le monde. On le sait bien, le pétrole, l'électricité, enfin, tout ce qui est fondamental, et qui, finalement, ont un revenu qui échappe complètement, puisqu'il passe par les paradis fiscaux, ce qu'on appelle les paradis fiscaux, qui sont en fait une organisation pour payer le moins possible aux États. Alors, quand on voit toujours ces cartes nationales, on ne peut pas s'empêcher de rire un peu. Je suis bien d'accord avec vous. je partage votre point de vue. Les statisticiens européens essayent avec beaucoup de mal de mettre ensemble les chiffres que leur donnent les nations. Et les Nations Unies, c'est pareil, parce que les Nations Unies, c'est des Nations Unies. Donc, elles reflètent les chiffres que leur donnent les États. Et dans les chiffres que leur donnent les États, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui échappent. J'étais au Burkina Faso la semaine dernière. J'ai un ami qui a fondé la Banque ouest-africaine de développement là-bas, que je connais depuis 50 ans. Je lui ai dit, dis donc, là, on est en train de travailler pour l'Union économique et monétaire ouest-africaine, mais ici, au Burkina, quelle est la part de l'économie souterraine, c'est-à-dire non visible en termes de PNB? Ça doit bien faire 70, 80%. Donc, alors en plus, évidemment, vous avez les paradis fiscaux. Je rappelle le chiffre cité par Madame Eva Joly, qui a dit, je parle, le master n'est pas encore là, non? Il dit, dans le pétrole, quand on conclut des accords, les bribes, hein, les dessous de table, c'est environ 6%. Dans l'armement, c'est 20%. Oui, moi je suis un petit peu moins négatif que vous en ce qui concerne les insuffisances du PNB ou du PIB, parce que ce débat n'est absolument pas nouveau. Moi je l'ai connu une trentaine d'années au sein d'organisations comme les Nations Unies, l'Office statistique des Nations Unies à New York ou à l'OCDE, et les statisticiens et les économistes se sont interrogés, ont essayé de remédier au problème, et je constate que 30 ans après, on n'a pas fait beaucoup de progrès. Alors c'est vrai que maintenant c'est médiatisé, il suffit qu'un président de la République en parle pour que ça fasse apparaître auprès de l'opinion publique qu'on a découvert un problème nouveau. Pas du tout. Mais en dépit de ces insuffisances, ce sont quand même des notions qui ont une signification. Vous avez plusieurs approches du PNB, vous avez l'approche de la production avec effectivement les valeurs ajoutées, vous avez l'approche de la dépense, vous avez l'approche des revenus. On arrive à réconcilier la différence, discrepancy, ce qu'on appelle, bon, on arrive à la mesurer. Alors, c'est vrai que ça ne reflète absolument pas tout. Il y a longtemps que l'on veut incorporer d'autres variables, mais pour l'instant, on n'y est pas arrivé. Et le PNB donne encore des indications intéressantes. Il ne faut pas se focaliser sur les stocks, il faut se focaliser aussi sur l'évolution, sur les flux. Donc il y a des relations quand même étroites qui sont établies à l'heure actuelle avec les modèles économétriques entre d'un côté l'évolution du PIB, l'évolution de l'emploi, le chômage. Donc on arrive à en tirer des conclusions qui, du point de vue économique, sont relativement intéressantes. Alors certes, je crois qu'il faut qu'on s'oriente, que la recherche fasse plus d'efforts. C'est vrai qu'on n'a pas consacré peut-être suffisamment de moyens à la perfection de ce concept. Mais pour l'instant, il n'est pas aussi insuffisant qu'on veut bien le dire. Voilà, c'est quelques remarques que je voulais faire sur ce point. Oui, je vous remercie d'avoir émis une opinion qui relativise un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Je dirais que ce genre d'indicateur, il a une vertu, c'est qu'il est possible à calculer.
C'est en effet en additionnant des chiffres qui existent, puisqu'ils sont dans la comptabilité, qu'on arrive à les calculer. Néanmoins, je pense que ça fait quand même penser à cette histoire soufie de l'homme qui avait perdu ses clés, qui les cherchait sous le réverbère, alors qu'il les avait, parce que c'est éclairé, alors qu'il les avait perdus chez lui, où il fait noir. Monsieur, oui. au fond, votre vision de l'avenir, elle est complètement différente et complètement à l'opposé de celle du film. Ouais. Je pense que l'avenir que vous montrez le film, qui est effectivement horrible, c'est pire que le... Hein, c'est affreux. C'est simplement quelque chose qui se voulait autoréalisateur. Et votre situation à vous, votre description, elle est effectivement au contraire, c'est le jardin, entre parenthèses, un jardin avec des ordinateurs, ça n'ira pas très loin, il faudra des jardiniers. Vous n'avez pas vu des jardiniers dans votre affaire. C'est un petit peu. Voilà. Et la manip après derrière, c'est que visiblement, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression que l'avenir, si on veut que l'avenir tienne la route, il faudra qu'il se fasse en dehors des institutions politiques. Et l'impression que j'ai, c'est qu'il y a absolument actuellement, on est dans l'obscurantisme du XXIe siècle qui est bien pire que celui de l'an 1000, à mon sens, et il faudra, à mon sens, vaincre cet obscurantisme, si on veut avancer vers votre avenir. Il y a beaucoup de questions dans vos remarques, monsieur. Je ne sais pas à laquelle vous choisissez de répondre en premier. Non, monsieur dit que le genre de description que j'ai essayé d'esquisser du jardin planétaire suppose que le système de représentativité, le système politique, les autorités que nous connaissons laissent place à autre chose. On peut dire que ça commençait à être le cas. Déjà, en 1990, on disait il y a le public, il y a le privé, et puis il y a le troisième secteur, qui sont les ONG, les organisations non gouvernementales, et on voyait déjà monter en puissance Amnesty, Greenpeace et compagnie, Médecins sans frontières et tous les réseaux, si vous voulez. Alors maintenant, j'ai parlé des monnaies complémentaires. Chacune de ces monnaies est portée par un réseau qui n'est pas forcément un réseau ethnique ou confessionnel. Et lorsque vous allez sur Internet, alors là, vous trouvez une multitude incroyable de réseaux. Moi, je sais que la profession que j'exerce en prospective, nous avons une World Future Studies Federation qui est à peu près 200 membres. Alors, le président actuel est en Australie. Il y a d'autres membres qui sont au Canada, aux États-Unis, en Espagne, en Suède, en Finlande, en Chine maintenant, au Japon. Donc ils ne vont pas se retrouver tous les jours, vu le prix du billet d'avion. Hein. Donc, mais tous les jours, il y a des messages sur Internet. Il y a la liste de discussion qui s'active pour savoir qu'est-ce qu'on fait dans tel domaine, qui a publié quoi, qu'est-ce que vous pensez de ceci, etc. Des questions qui sont quelquefois d'ailleurs assez philosophiques sur ce que c'est que ce bizarre métier qu'ils exercent, et surtout comment arriver à l'enseigner. Parce que ça, c'est pas évident, si vous voulez. Vous n'avez pas encore 1,7 million d'étudiants? Non, on n'a pas 1,7 million d'étudiants. Pour une raison très simple, c'est que si vous voulez faire un travail de prospective, il faut faire une grande place à l'écoute et au doute. Et il faut faire du travail par petits groupes et un travail très patient dans lequel vous avez beaucoup de recueil de données, pas mal de délibérations pour essayer de comparer les points de vue et de comprendre pourquoi les gens voient ce qu'ils voient dans ce qu'on leur a montré. Et puis après, vous essayez de dégager quelques idées synthétiques, mais seulement en fin de parcours. Alors que le réflexe humain normal, c'est de se précipiter sur des solutions avant même d'avoir posé le problème. Donc là, on a en effet tout un travail collectif à faire pour imaginer l'avenir. Je pense d'ailleurs que tout le monde
cette question. Quand on choisit son destin professionnel ou personnel, même quand on change d'habitation, on prend une décision qui engage l'avenir, quelquefois pour 10, 15 ans, 20 ans, et même plus. Oui, vous êtes le président de Prospective 2100. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots et présenter Prospective 2100 ? De quoi s'agit-il ? Vous allez entendre notre président de l'atelier Espace, Alain, qui est pas loin de vous, demain. Donc si vous voulez, après la publication de 2100 récits du prochain siècle, qui était publié chez Payot en 90 et réédité en 93, j'ai vendu les 55 ou 60 000 exemplaires, je suis sorti du ministère de la Recherche parce que j'avais comme ministre de la Recherche Hubert Curien. Quand il est revenu en 1988, la deuxième élection de Mitterrand, je suis allé le voir, je lui ai dit « J'ai deux propositions à vous faire. La première, c'est que le système de recherche technique français, avec les écoles d'ingénieurs, les centres techniques, le CEA, tout ça, c'est un peu désordonné, il faudrait voir à faire un audit. Et puis la deuxième, c'est que je lui dis, maintenant on a une veille technologique mondiale, on a accumulé pas mal de données, on pourrait faire un rapport de prospective mondiale, on a des choses à dire qui ne sont pas dans la littérature. Là, Curien qui m'a regardé, qui m'a dit, vous ne pensez pas que la recherche technique c'est un peu compliqué? Sous-entendu, je ne veux pas avoir d'ennui avec mes copains. Et donc on s'est lancé dans cet exercice qui a mobilisé à peu près 600 personnes, hein, de différentes catégories de chercheurs. Et après, moi j'ai rejoint mon corps d'origine, le Conseil général des mines, et je me suis dit, il faudrait continuer en essayant de faire un certain nombre de propositions, d'approfondir les questions, etc. Et donc on a fondé cette association Prospective 2100 en 93, je crois, en 93. Et puis on a dit, il y a une douzaine de domaines. J'en ai évoqué quelques-uns, hein, évidemment. Il y a l'énergie, il y a le spatial, il y a les cités marines, etc. Une douzaine de domaines qu'on peut identifier comme devant être étudiés de façon un peu plus approfondie. Et pour chaque domaine, on va essayer de faire un atelier et de faire réfléchir les gens qui veulent bien venir. Parce qu'on avait décidé aussi de travailler pratiquement sans argent. Parce que quand il y a de l'argent, alors soit il y a un sponsor qui veut absolument laisser totalement les choses libres, enfin ça on le cherche toujours, soit il y a des gens qui ont des intérêts et qui ne souhaitent pas qu'on réfléchisse un peu trop librement. Donc on a décidé de travailler presque sans argent et on avance. On a un site qui s'appelle 2100.org, hein, le chiffre 2100.org, et vous pouvez regarder ce qu'on fait. Il y a une partie anglaise, une partie française. Le site est en train d'être banni, donc il n'est pas complètement au point. On n'a pas toute la mémoire de ce que nous avons fait depuis 15 ans. Donc c'est un peu des gens de bonne volonté, hein, qui viennent et qui travaillent. Souvent d'ailleurs des professionnels de haut niveau. Enfin, Alain Dupas est sinon du moins un de nos grands experts du spatial français, qui est conseillé aussi bien auprès de la NASA que d'autres. Juste en attendant, pour continuer la réflexion sur l'association Prospective 2100, quels sont vos liens avec les politiques? Parce que vous avez une vision à 50 ans, voire 100 ans, et les politiques, eux, sont contraints d'apporter des réponses concrètes et un petit peu immédiates au quotidien. Donc quels sont vos rapports avec eux et comment est-ce que vous arrivez à les influencer, les éclairer, les guider, et est-ce que Prospective 2100 peut encore agir? Si vous voulez, je prends deux ou trois exemples qui sont très élémentaires. Hein. La conférence que je viens de faire là, il y a plusieurs variantes. Hein. Là, j'ai assisté sur certains aspects, mais il y en a d'autres plus spécialisés. Donc, il y a des entreprises ou des conseils généraux ou des chambres de commerce ou des départements ou des régions qui me demandent de venir ou qui demandent à mes collègues de Prospective 2100 de venir et d'essayer de transmettre ce que nous avons
ce que nous avons à leur dire. Ça arrive aussi chez des industriels ou chez des groupements patronaux. Et puis alors il y a des organisations plus... moi je fais partie avec François Master qui sera là demain, du conseil de prospective de l'ANR, l'agence de la recherche, hein, qui est en train de gérer une bonne partie du grand emprunt. Donc là, l'ANR, dans la mesure où on peut lui être utile, nous demande des choses. La Commission européenne, la DG Recherche de la Commission européenne, il y a 4 ans, m'a confié d'être rapporteur d'un groupe d'une vingtaine de personnes, dont une Russe, un Chinois, un Égyptien, etc., des Américains, des Anglais, bien sûr, Allemands et compagnie, sur le monde en 2025. Donc on a mis d'ailleurs le résultat de ce rapport dans la partie anglaise du site, parce qu'il n'est pas en français, il est en anglais. Donc The World in 2025. Donc ça a été publié, ça a été diffusé à la presse, ça a été répandu dans les milieux de la commission. On disait des choses qui étaient un petit peu au-delà de ce que raconte d'habitude la commission, donc ils sont un petit peu gênés, je veux dire. Et puis, par exemple, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, nous venons de terminer avec un panel de 8 experts, un rapport de prospective pour l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dans lequel on leur dit, mais enfin, quand est-ce que vous allez couper le cordon ombilical avec le franc CFA, des choses comme ça. Puis on leur dit la pyramide des âges. Vous avez vu la pyramide des âges tout à l'heure de l'Afrique? Faites attention, vous avez 15 ans devant vous, mais après, ça sera joué. Alors que nous, qui avons une pyramide des âges avec une classe d'âge jeune qui est beaucoup moins nombreuse par rapport au reste de la population, on ne prend pas les mêmes risques en étant défaillant sur les formations. On prend aussi des risques, hein, évidemment, mais on ne prend pas les mêmes. La question du balcon. Oui. Madame. Par rapport à la présentation de ce film aux enfants, déjà, je pense que c'est les écoles, je ne sais pas quelle tranche d'âge. Et ensuite, on leur présente ce film comme une fatalité, quelque part. Est-ce qu'on n'écoute pas assez aussi leur imaginaire aux enfants? Est-ce qu'on leur donne... Là, ce sont des adultes, c'est l'imaginaire des adultes. Et on ne fait pas assez confiance à l'imaginaire des enfants. Et la technique doit être à leur service, en fait, puisque ce futur, c'est eux. Oui, oui. Bon, je suis tout à fait d'accord avec cette remarque. Moi, je le comprends, ce film, si vous voulez, comme, je dirais, un cyber Harry Potter. Hein. C'est-à-dire que Harry Potter, c'est l'expression des vieux mythes celtiques, hein, de la magie, hein, des vieux mythes celtiques, et des pouvoirs, en quelque sorte, qui est porté, si vous voulez, par... je dirais, l'ethnie viking, anglo-saxonne, etc. Donc, vous avez là une incarnation, une déclinaison particulière, avec la techno en plus, de ces mythes. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on impose aux enfants, et on ne les consulte pas sur ce qu'ils auraient éventuellement envie d'entendre de différent, hein, ça c'est clair. En tout cas, je peux vous rassurer, les enfants qui ont vu le film tout à l'heure, la plupart ont eu une réaction très, très positive, mais pas du tout par rapport aux choses qu'on pouvait imaginer. Pour eux, ce qui les a frappés, c'était les images du requin et du dauphin. Donc tout un groupe s'est vraiment posé la question, mais va-t-on véritablement parvenir à faire ces images holographiques? Ils étaient tout à fait fascinés par l'image. Ouais. Le premier groupe avait adoré le robot et en fait s'intéressait beaucoup à la fabrication du robot. Et quand on a eu discussion, c'était pour comprendre jusqu'où il fallait passer l'apprentissage et notre intelligence au robot, quelle interaction on avait avec lui. Donc c'était en fait très constructif pour aussi leur imagination, merci madame, mais aussi leur capacité d'observation. Ils se sont rendus compte que le robot avait lui aussi à observer des pommes, des nounours et des choses comme ça. Et finalement,
toute cette angoisse que je pense, nous adultes, ressentons face à ce monde très violent qui nous est décrit, ils avaient assez laissé ça de côté. Et on avait gardé, alors c'est là que peut-être on se rejoint, surtout le côté magique. Ouais. Y a-t-il encore du temps, Marceau? S'il vous plaît. Nous avons encore 5 minutes. Monsieur Balcon. Je voulais juste faire une remarque sur le... Oui, excusez-moi, c'est pour répondre à ce qui vient d'être dit, vous poserez votre question après. C'est qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, il y a eu 3 films sur Arte. Et on n'en a vu qu'un. Donc celui-là s'appelait La Ville. Vous en avez un autre qui s'appelait L'énergie, qui était essentiellement orienté énergie solaire spatiale, et le troisième qui était La Planète. Donc il fallait faire un choix. Donc voilà, donc vous avez un volet de cette prospective 2050, mais il manque les 2 autres pour être complet. Donc c'est pas une vision biaisée, c'est plutôt un choix qu'il a fallu faire. Merci Francis. Moi je me permettrai de réagir. Je voudrais juste dire un truc, excusez-moi, mais Madame Leglu a bien insisté sur le questionnement des enfants, et on n'a pas présenté ce film comme une fatalité, comme vous l'avez dit, mais plutôt ça a éveillé leur questionnement, et Madame Leglu a expliqué que la technologie était une chose qu'il fallait maîtriser et apprendre à questionner. Et que les enfants qui étaient là étaient les chercheurs de demain, et qu'eux devraient trouver les solutions pour le monde en 2050. Voilà. Et il y a eu une très très bonne participation, les enfants étaient très réveillés, c'est une bonne nouvelle pour nous. Donc on passe la question au balcon là. Oui, les démographes. Il y a eu des enfants de l'école, donc 10 ans, des CM2, et puis l'après-midi, des collégiens, et des enfants des écoles aussi. Tout à fait. Bon, je peux poser ma question, s'il vous plaît? Allez-y. Oui, les démographes ont établi une corrélation très forte entre la natalité et l'alphabétisation. Et ils ont également établi que les religions avaient peu d'influence sur la natalité. Alors, ma question, est-ce que la question de l'éducation est un des axes sur lesquels vous informez le public et sur lesquels vous travaillez? Absolument. Absolument. Je partage tout à fait, enfin, tout ce que nous savons sur le sujet. Si vous voulez, il y avait déjà, en 1990, on connaissait l'exemple du Mexique, dont la fécondité et la fertilité avaient été réduites de 25% en 5 ans, simplement à la suite d'une campagne d'éducation, et plus particulièrement d'éducation féminine. Puis il y a des enquêtes des Nations Unies aussi qui expliquent que dans le tiers-monde, une naissance sur 3 aurait été évitée si elle avait pu l'être. Donc les impératifs ou les prescriptions, disons, religieuses glissent sur ce genre de préoccupations comme l'eau sur les plumes du canard. Et en fait, ce qui joue, c'est la disponibilité pratique et la connaissance personnelle de la possibilité de maîtriser sa fécondité. Bien, écoutez, je pense que nous arrivons au terme de cet échange. Je ne doute pas que vous ayez encore de nombreuses questions. Ne vous inquiétez pas, les tables rondes de demain vous permettront d'assouvir votre curiosité et vous aurez encore plus de temps pour poser des questions à chaque fois. Donc je tiens évidemment à ce qu'on remercie très chaleureusement Thierry Godin, qui nous apporte une vision différente, non convenue et libre. Donc un petit Merci à vous.